L'histoire a une façon de boucler la boucle, souvent avec une pointe d'ironie. Au milieu du XXe siècle, c'est l'Union soviétique sous le général Ismo Joseph Staline qui a financé l'insurrection communiste de Mao Zedong, l'aidant à remporter la guerre civile chinoise et à établir la République populaire. Moscou était le grand frère, Pékin, l'élève assidu. 70 ans plus tard, les rôles se sont inversés de façon spectaculaire. L'Union soviétique a disparu et la Russie de Vladimir Poutine, embourbée dans une guerre totale et acharnée en Ukraine, se retrouve aujourd'hui à genoux devant d'autres. Sa capacité à soutenir le combat dépend fortement du soutien étranger que Vladimir Poutine doit rechercher auprès de l'Iran, de la Corée du Nord et surtout de la Chine. Et bien que Pékin n'envoie pas ouvertement d'armes ni de conseillers militaires, elle fournit une vaste gamme de composants à double usage qui maintiennent la machine de guerre russe en vie. De la nitrocellulose pour la production de poudre à canon aux machines, commandes numériques par ordinateur pour les usines d'armement, en passant par la microélectronique et les semi-conducteurs pour les systèmes de guidage de missiles. En bref, la Chine fournit presque tout ce dont Poutine a besoin pour poursuivre sa vision de soumettre l'Ukraine et réaffirmer sa domination sur l'espace post-soviétique. Cela soulève une question centrale. Quel prix le Kremlin devra-t-il payer pour le soutien chinois ? Est-ce que Poutine l'a fait ? En poursuivant un rêve impérial du XIXe siècle, ce qu'il appelle désormais le Rousski Mir, le monde russe a placé son pays sur la voie de la perte de son indépendance économique et géopolitique. Pour le dire plus franchement, la Russie est-elle en train de devenir un vassal de la Chine ? La thèse de la vassalisation est indéniablement provocatrice. Certains analystes parlent désormais ouvertement de Moscou comme d'un nouveau tributaire de Pékin. D'autres qualifient ces affirmations de sensationnalistes. Mais 3 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, nous disposons enfin de suffisamment de données concrètes pour examiner cette question avec clarté. Pour mesurer la dépendance actuelle de la Russie envers la Chine, il faut revenir à 2000 quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir au Kremlin. À cette époque, la Russie jouissait encore d'une supériorité militaire et technologique incontestée sur la Chine, et personne à Moscou ne considérait Pékin comme un partenaire égal. La priorité de Poutine était de restaurer la stature géopolitique de la Russie après l'humiliation et le chaos des années 1990. Et le partenaire clé dans ce projet n'était pas la Chine, mais l'Europe, avec son capital d'investissement et sa technologie avancée. 2 moments charnières allaient plus tard changer cet équilibre, tous deux de façon significative liés à l'Ukraine. Le premier a eu lieu en 2014 quand la Russie a annexé la Crimée et que l'Occident a réagi par des sanctions. La réponse de Moscou fut ce qu'on a appelé le pivot vers l'Est, une étreinte stratégique avec la Chine, symbolisée par le lancement du gazoduc Force de Sibérie et un accord gazier de 30 ans d'une valeur de 400 milliards de dollars signé la même année. Le but de ce pivot n'était pas de couper avec l'Occident, mais de prouver que la Russie avait des alternatives en Asie. En pratique, cependant, les élites russes ont résisté à une intégration plus poussée avec la Chine, évitant l'initiative des nouvelles routes de la soie de Pékin et promouvant plutôt leurs propres projets, comme l'Union économique eurasiatique. Cette stratégie d'équilibre entre l'Europe et la Chine a perduré jusqu'à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, malgré des années de discours sur un pivot vers l'Est. À la veille de la guerre, l'Union européenne restait le principal partenaire économique de la Russie. L'Union européenne représentait 38% des exportations russes, contre seulement 14% pour la Chine, et 32% des importations russes, contre 25% pour la Chine. Ce n'était pas qu'une question de volume. L'Europe offrait au Kremlin un marché lucratif, stable et en devise forte pour ses hydrocarbures, et tout aussi crucial, un flux constant de technologies avancées, de machines et de savoir-faire industriel. Le 24 février 2022 a tout changé. La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine a bouleversé non seulement l'architecture de sécurité de l'Europe, mais aussi les fondements mêmes du modèle économique russe.
Contrairement à la réaction timide de l'Occident lors de l'annexion de la Crimée en 2014, la réaction à l'invasion de 2022 a été rapide et sévère. La Russie a été frappée par une série de sanctions sans précédent entre 2021 et 2024. La part de l'Union européenne dans les importations russes s'est effondrée, passant de 32% à 10%, tandis que sa part dans les exportations russes est passée de 38% à 15%. Ces liens continueront presque certainement de s'éroder. Moscou a ainsi perdu son principal marché et la possibilité d'opposer l'Europe à la Chine. Après le 24 février, il ne restait plus qu'une seule option, un seul marché, un seul partenaire. La Chine est devenue la seule bouée de sauvetage du Kremlin, et la dépendance s'est approfondie en conséquence. La première preuve de cette dépendance accrue est le bouleversement des échanges commerciaux russes, comblant le vide laissé par la rupture avec l'Europe. La Chine a réagi instantanément. Le commerce bilatéral a atteint un niveau record de 245 milliards de dollars en 2024. La part de la Chine dans les importations russes est passée d'environ 25% en 2021 à près de 50% en 2024. Parallèlement, sa part dans les exportations russes a doublé, passant de 15 à 30%. Cependant, le volume brut des échanges ne raconte pas toute l'histoire. La véritable image de la dépendance apparaît lorsque l'on examine la structure de ces échanges, qui reflète un schéma post-colonial classique, dos des matières premières contre des produits finis. Ce n'est pas un hasard si les analystes décrivent de plus en plus la Russie comme l'arrière-pays de ressources de la Chine, voire même comme un État marionnette des ressources. La Russie exporte désormais vers la Chine presque exclusivement des matières premières à faible valeur ajoutée et peu transformées, tout en important des biens de haute valeur et technologiquement avancés. Les chiffres ne pourraient pas être plus clairs. Les matières premières non transformées représentent environ 90% des exportations russes vers la Chine, principalement des combustibles fossiles, des métaux, des minerais et du bois. En retour, la Russie n'importe que des produits manufacturés. Plus de la moitié de toutes les importations chinoises sont constituées de machines et d'équipements, 23%, de véhicules, 21%, et d'électronique, 15%. Il est également important de noter que, bien que la Chine soit devenue un partenaire existentiel pour la Russie au cours des 3 dernières années, une relation dont la survie du Kremlin dépend désormais, la Russie reste un acteur secondaire dans l'univers économique de la Chine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré un commerce bilatéral record, la part de la Russie dans le commerce mondial de la Chine reste marginale. En 2024, la Russie comptait pour 3% des exportations et 5% des importations totales de la Chine. En combinant les deux, la Russie ne représentait que 4% du commerce extérieur de la Chine. Un changement tout aussi spectaculaire est visible sur les marchés des devises. Alors que Vladimir Poutine présente la Russie comme un leader dans la lutte mondiale contre l'hégémonie du dollar et parle de restaurer la souveraineté monétaire, les données concrètes racontent une toute autre histoire. Pour la Russie, la dédollarisation n'a eu qu'une seule signification. Privée d'accès au système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, la Russie a été contrainte de transférer ses règlements commerciaux vers le réseau Cross-Border Interbank Payment System de la Chine. Parallèlement, la part du yuan dans le commerce international russe a fortement augmenté. Avant 2022 seulement, 0,4% des échanges étaient réglés en yuan. Aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 40%. Le yuan est également devenu la principale monnaie de réserve de la Russie. Il constitue maintenant environ 60% du Fonds national de bien-être. La sécurité financière du Kremlin profite à la bourse Moscow Exchange de Moscou. La part des transactions en yuan des Nations Unies est montée à 54% en mai dernier. Et après les sanctions américaines contre la bourse en juin 2024, les échanges en yuan ont grimpé à 99,8% de toute l'activité. Cette unicité donne à Pékin un levier énorme sur Moscou, la stabilité financière de la Russie, ses réserves de devises étrangères et même sa capacité à mener des échanges commerciaux internationaux. Désormais, tout dépend des choix de la Banque populaire de Chine. Le Kremlin tolère cette profonde asymétrie économique pour une raison simple. La Chine soutient la guerre russe. La production russe de chars
missiles et munitions dépend désormais fortement des importations chinoises dans des secteurs industriels clés. Pékin est devenu le plus grand fournisseur russe de biens dits à double usage. Elle fournit à grande échelle les semi-conducteurs, les machines-outils, commandes numériques par ordinateur avancé nécessaires d'Avigi à la fabrication d'armes de précision, les optiques pour les systèmes de ciblage et la nitrocellulose, un ingrédient clé des propergoles d'artillerie. Les données sont frappantes. D'ici 2023, près de 90% des importations russes de microélectronique venaient de Chine. Importations de machines, commandes numériques par ordinateur chinoises ont fortement augmenté, atteignant près de 70% de toutes les livraisons à la fin de 2023. Les exportations de nitrocellulose étaient pratiquement inexistantes avant la guerre. Elles sont passées à 700 tonnes en 2022 et à plus de 1300 tonnes en 2023. Le soutien chinois est aussi très flexible, s'adaptant vite aux besoins immédiats de la Russie sur le front. Par exemple, à l'automne 2022, alors que les forces russes construisaient des lignes défensives en prévision de la contre-offensive ukrainienne, les exportations chinoises d'équipements de construction vers la Russie ont presque quadruplé. C'est cet équipement chinois qui a permis de bâtir la désormais célèbre ligne Surovikine, qui a freiné l'offensive ukrainienne du printemps 2023. Les drones offrent un autre exemple révélateur. À mesure que la guerre a évolué vers une utilisation à grande échelle de drones guidés par fibre optique, le soutien chinois s'est à nouveau adapté. Rien qu'en août de cette année, la Chine a exporté vers la Russie environ 528 000 km de câbles à fibre optique et pour 47 millions de dollars de batteries lithium-ion. La Chine est également devenue un acteur majeur dans le contournement des sanctions. Un rapport de l'École d'économie de Kiev a révélé que 18% des composants critiques utilisés par la Russie sur le champ de bataille, auparavant importés de Chine, sont en réalité des pièces d'origine occidentale acheminées vers les missiles russes grâce à des réseaux d'intermédiaires en Chine et à Hong Kong. La conclusion est simple et brutale. Sans la Chine, la machine de guerre russe ralentirait considérablement, voire s'arrêterait complètement. Arrêter la capacité de la Russie à mener une guerre longue. L'Ukraine dépend désormais de facto de Pékin. Et heureusement pour Poutine, Pékin n'a aucun intérêt à mettre fin rapidement à la guerre. La Chine y voit ses propres avantages stratégiques. Le conflit accélère l'expansion de Pékin en Asie centrale aux dépens de la Russie, tout en détournant l'attention et les ressources des États-Unis de l'Indo-Pacifique, et rend également la Russie plus dépendante de la Chine. Le 4 février 2022, soit seulement 3 semaines avant l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont signé une déclaration conjointe. Pékin proclame un partenariat sans limite et une coopération sans zones interdites. Le partenariat s'est effectivement approfondi, mais selon des conditions presque entièrement dictées par Pékin et non par Moscou. Avec un tel levier et un tel contrôle sur l'économie et la machine de guerre russe, la Chine l'utilise désormais pour poursuivre ses propres intérêts stricts. Moscou accepte cette asymétrie parce qu'il n'a aucune marge de manœuvre significative. Rien n'illustre plus clairement ce déséquilibre que les négociations sans fin sur le gazoduc Force de Sibérie 2 qui piétinent. Pour la Russie et Gazprom, ce projet est existentiel. Il permettrait de rediriger les mêmes champs gaziers de Sibérie occidentale qui alimentaient autrefois l'Europe et de les connecter au marché chinois. Pour Moscou, c'est une bouée de sauvetage stratégique, la seule issue pour son industrie gazière après avoir perdu l'Union européenne Pékin, cependant, n'est pas pressé. Il fait traîner délibérément les négociations pour forcer la Russie à accepter des conditions très défavorables. Les médias indiquent que la Chine exige des prix proches des tarifs intérieurs subventionnés par l'État russe. Elle résiste également au contrat de 30 ans souhaité par Moscou, préférant des engagements beaucoup plus courts. Le partenariat soi-disant sans limite est encore affaibli par la réticence de la Chine à investir en Russie. Bien que Pékin soit heureux de commercer avec Moscou, il est beaucoup moins disposé à y placer des capitaux. Les données russes montrent un effondrement spectaculaire de l'investissement direct étranger. Le total des investissements directs étrangers est passé d'environ 500 milliards de dollars
fin 2021 à seulement 220 milliards fin 2024. Et contrairement aux attentes du Kremlin, le capital chinois n'a pas comblé ce vide. Comme le note un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, l'investissement chinois en Russie a toujours été modeste. Mais depuis le début de l'invasion à grande échelle, aucun nouveau projet majeur n'a été lancé. Pour Pékin, les risques d'une exposition à long terme à l'économie russe, instable et sous sanctions, l'emportent sur tout bénéfice potentiel. Le symbole est frappant, alors que les géants occidentaux de l'énergie comme BP et Shell ont quitté la Russie en masse après 2022, les géants publics chinois ont refusé d'acheter leurs actifs, craignant les conséquences des sanctions secondaires occidentales. Tout cela révèle la véritable hiérarchie des priorités de Pékin. D'abord, les liens économiques avec l'Occident restent bien plus importants pour la Chine que de prendre le contrôle économique total de la Russie. Ensuite, Pékin comprend le désespoir de Moscou. La Russie n'a pas d'autres partenaires, aucun levier et aucune échappatoire. Alors pourquoi la Chine risquerait-elle des sanctions coûteuses ou investirait-elle des milliards dans une économie de guerre instable alors qu'elle peut simplement acheter des matières premières russes à prix réduit et dicter les conditions du commerce? La dépendance économique grandissante de la Russie entraîne une perte d'influence géopolitique. En échange du soutien chinois, Vladimir Poutine accepte implicitement un rôle de partenaire junior sur ce qui était jadis le territoire exclusif de Moscou. L'Asie centrale, le ventre mou de la Russie, a pendant des siècles été sa sphère d'influence exclusive. La guerre en Ukraine a bouleversé cet ordre. Épuisée militairement et financièrement, la Russie n'a plus les ressources pour maintenir sa position hégémonique dans la région. La Chine s'est engouffrée dans ce vide rapidement et sans relâche. Le signe le plus clair de ce changement est la montée en puissance rapide du format diplomatique C5, un forum réunissant la Chine et les 5 États d'Asie centrale, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, excluant délibérément la Russie. En 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine, ce format a été élevé au niveau de réunion entre chefs d'État. Pékin a également commencé à s'étendre dans le domaine de la sécurité, augmentant ses exportations d'armes vers l'Asie centrale et établissant une base militaire au Tadjikistan. Selon des fuites, l'Ouzbékistan, cherchant à moderniser sa force aérienne, pourrait bientôt signer un accord avec la Chine pour des avions de chasse de nouvelle génération. Parallèlement, Pékin pousse agressivement vers de grands projets d'infrastructures visant un objectif stratégique, contourner le territoire russe et briser le monopole de Moscou sur le transit entre l'Asie et l'Europe. Le projet le plus important est le chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, longtemps planifié, dont la construction a enfin commencé au printemps 2025 affaiblie. La Russie ne peut pas bloquer ces initiatives. Elle doit les accepter discrètement. La région est effectivement tombée dans une division tacite des rôles. La Russie assure pour l'instant la sécurité grâce à ses bases militaires, tandis que la Chine prend en charge l'économie et les infrastructures. C'est un modèle classique de dépendance, dans lequel le partenaire le plus faible, la Russie, maintient l'ordre à la périphérie pour la puissance dominante. La Chine, qui en récolte les véritables bénéfices. Une dynamique similaire, bien que de moindre ampleur, émerge dans l'Arctique. Désespérée d'obtenir la technologie et le capital chinois pour exploiter ses ressources nordiques, la Russie est de plus en plus contrainte d'accorder à Pékin l'accès à une région qu'elle considérait depuis longtemps comme une sphère d'influence exclusive. Malgré des preuves accablantes d'une asymétrie croissante, la thèse de la vassalisation rencontre encore une certaine résistance chez certains analystes. Ils soutiennent que la Russie conserve certains attributs qui la distinguent d'un État satellite classique et offrent au Kremlin une certaine marge de manœuvre stratégique. D'abord, la Russie reste la plus grande puissance nucléaire du monde et un membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Son arsenal nucléaire agit comme la police d'assurance ultime de Moscou, empêchant Pékin d'exercer une coercition dure. Dans plusieurs domaines militaires et techniques étroits, comme les moteurs à réaction et les systèmes de défense aérienne avancés, la Russie conserve encore un avantage sur la Chine, ce qui lui donne un atout de négociation limité mais réel.
Les matières premières russes ont également un poids stratégique. En cas de blocus maritime potentiel des États-Unis contre la Chine, le Kremlin jouerait un rôle clé. La Russie s'efforce aussi délibérément de diversifier ses relations extérieures. Son intensification de la coopération avec l'Inde, rivale stratégique de la Chine, ainsi qu'avec l'Iran et les États du Golfe, vise à créer des contrepoids politiques à l'influence chinoise et à éviter une dépendance totale envers un seul partenaire. Ces arguments réfutent-ils l'idée d'une dépendance structurelle ? Non, mais ils en précisent la nature. En réalité, aucun de ces facteurs ne peut compenser l'asymétrie fondamentale dans les dimensions économiques, technologiques et financières. L'arsenal nucléaire peut garantir la survie de l'État russe, mais il ne protège pas son économie de l'unification, ni ne libère sa machine de guerre de la dépendance aux machines-outils, commandes numériques par ordinateur et aux semi-conducteurs chinois. De même, les tentatives de diversification de Moscou ont un effet limité. Ni l'Inde, ni l'Iran ne disposent de la capacité économique ou technologique pour remplacer la Chine comme principal prêteur de la Russie, marché critique pour ses matières premières ou fournisseur de composants essentiels à l'échelle requise. Même les avantages technologiques de niche de la Russie sont devenus des atouts que le Kremlin est de plus en plus prêt à échanger contre un soutien chinois immédiat, plutôt que de véritables bases pour une autonomie réelle. La vassalisation moderne ne nécessite pas de gouverner un pays par l'intermédiaire de son ambassadeur. Il s'agit de construire une architecture de dépendance si étroite que le partenaire le plus faible ne peut s'en échapper sans encourir des coûts catastrophiques. La Russie conserve encore les apparences extérieures d'une grande puissance et garde une liberté d'action sur des questions secondaires, mais dans les domaines essentiels à la survie du régime et à la poursuite de la guerre, son autonomie stratégique s'est considérablement réduite. Cela conduit à une question cruciale. Pourquoi les élites du Kremlin, pleinement conscientes de ce déséquilibre croissant, l'acceptent-elles ? La réponse réside non seulement dans la nécessité économique, mais aussi dans l'idéologie. Ainsi, l'hypothèse de la vassalisation de la Russie par la Chine tient largement la route. La dépendance de Moscou envers Pékin est devenue structurelle, profondément asymétrique et, surtout, en constante augmentation. La Chine contrôle les principaux flux financiers de la Russie, alimente sa machine de guerre et l'évince systématiquement de ses sphères d'influence traditionnelles, comme l'Asie centrale. Alexandre Gabouyev, directeur du centre Carnegie Russie-Eurasie à Berlin, souligne que ce processus n'a rien d'accidentel. Selon ses propres mots, la Russie s'enferme elle-même dans la vassalisation. Le Kremlin est alors pleinement conscient de l'asymétrie croissante et de l'érosion de son autonomie stratégique. Mais il accepte cette réalité. Pour Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine et la confrontation avec l'Occident sont devenus un principe suprême, voire une obsession, subordonnant toute la machine d'État à cette vision. Dans cette perspective, le soutien chinois est inestimable et son coût simplement secondaire. Poutine lui-même a fourni la justification idéologique du tournant stratégique de Moscou vers la Chine, s'appuyant sur des analogies historiques profondément enracinées. Le 3 novembre 2023, lors d'une réunion avec la Chambre civique de Russie, il a invoqué la figure du prince du XIIIe siècle, Alexandre Nevski. Poutine a rappelé à son auditoire que Nevski s'était rendu à l'Est auprès de la Horde d'Or pour obtenir le Yarlik, une licence formelle de gouverner, qui lui a permis de rassembler la force nécessaire pour défendre la Russe contre les envahisseurs occidentaux, à savoir les chevaliers teutoniques. Poutine a déclaré ouvertement, je cite, « La Horde, les Mongols, se comportaient de manière arrogante et cruelle, mais ils ne touchaient pas à ce qui comptait le plus, notre langue, nos traditions et notre culture, précisément ce que les conquérants occidentaux cherchaient à détruire. » À bien des égards, la même chose se produit aujourd'hui. Fin de citation. L'analogie est d'une franchise saisissante. Dans la version de Poutine, la horde moderne, c'est la Chine, tandis que les conquérants occidentaux sont l'OTAN et les États-Unis. Comme l'interprète Gabouyev, Poutine fait un choix stratégique conscient. Il préfère être le vassal d'une puissance chinoise qui n'interfère pas dans les affaires intérieures de la Russie et ne menace pas son identité culturelle.
Si cette dépendance lui permet de mener ce qu'il considère comme une lutte existentielle contre l'Occident, présenté comme décadent et moralement dangereux pour la Russie, la perte de souveraineté économique devient le prix à payer pour préserver la souveraineté culturelle et soutenir la croisade anti-occidentale. Cette vassalisation ne signifie cependant pas une subordination totale ou inconditionnelle. Comme le note Gabouyev, même la Corée du Nord conserve une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de Pékin. La Russie cherchera donc elle aussi à préserver l'apparence de l'autonomie, mais sur les questions essentielles, c'est la Chine qui détiendra la voix décisive, agissant de manière pragmatique et dans son propre intérêt. Pékin continuera d'utiliser son influence croissante pour obtenir de nouvelles concessions de Moscou. Accès aux technologies militaires russes les plus avancées, entrée préférentielle dans les secteurs des ressources de l'Arctique et de la Sibérie, et à l'avenir, peut-être même des limites à la coopération militaire russe avec les rivaux de la Chine, comme l'Inde ou le Vietnam. Quel avenir attend la Russie dans ce nouveau rôle ? Gabouyev esquisse une vision de la Russie comme un Iran géant de l'Eurasie, un pays coupé en permanence de l'Occident avec une économie plus arriérée et simplifiée. Pourtant, comme l'Iran, elle restera résiliente face aux sanctions, autosuffisante dans les secteurs clés et capable de maintenir des programmes d'armement avancés. Le régime ne s'effondrera pas, mais la Russie sera fondamentalement transformée, perdant une partie de son autonomie et devenant un instrument crucial dans la rivalité mondiale de Pékin avec Washington. Le bilan final pour la Russie est à la fois tragique et profondément ironique. Vladimir Poutine, obsédé par la soumission de l'Ukraine et la restauration de la domination impériale en Europe de l'Est, a créé une réalité dans laquelle la survie de son régime dépend du Yarlik délivré par Pékin. Le prix de ses rêves impériaux à l'Ouest a été la perte de la souveraineté stratégique de la Russie à l'Est.